Moi, c'est Élodie Laurette, je suis autrice, comédienne, conteuse, bref, une artiste plurielle. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de cette fameuse notion, de ce sujet qui est vivre de l'écriture et plus généralement vivre de sa passion. Est-ce qu'il faut chercher à tout prix à vivre de sa passion? Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée? Je te donne un peu mon avis là-dessus et surtout, avant de donner mon avis, je te donne aussi les tenants et les aboutissants des choses à prendre en compte avant de décider si oui ou non tu as vraiment envie de vivre de ta passion. La première chose dont je voudrais te parler par rapport à ce sujet, c'est le fait d'avoir une pression financière liée à sa passion. Personnellement, en 2020, j'ai voulu vivre de l'écriture, donc quand j'ai commencé à sortir des podcasts et à écrire le chronophage, l'idée c'était de vivre de l'écriture et donc d'auto-publier plein de bouquins et de vivre de ça. Sauf que, très rapidement, il y a eu une espèce de pression financière au-dessus de ma tête, c'est-à-dire que, à l'époque, je vivais chez ma maman, donc j'avais pas le loyer à payer, et puis j'ai voulu partir de chez ma maman, avoir mon indépendance, mon petit loyer, etc. Et du coup, j'avais une espèce de pression financière liée à l'écriture. Je me disais, bon, mais s'il faut que je fasse tout reposer sur l'écriture pour payer mon loyer, la pression financière devenait tellement énorme que du coup, ça me paralysait dans l'écriture. Je sais pas si toi, ça t'arrive par rapport à la passion. Je sais que Elizabeth Gilbert, dans son livre Comme par magie, elle en parle. Elle dit, bah voilà, est-ce que c'est vraiment sain d'entretenir cette relation-là avec notre passion, que ce soit l'écriture ou de façon générale une passion artistique? Est-ce que c'est sain de faire reposer toute notre vie sur l'écriture, sur le fait de gagner de l'argent avec son art? C'est une vraie question à se poser, je pense, parce qu'on a tendance à fantasmer ce truc d'écrire toute la journée, de dessiner toute la journée, etc. Mais la réalité est que si on fait reposer toute sa vie autour de ça, est-ce que la peur de manquer d'argent pour payer son loyer ou acheter des pâtes et manger que des pâtes au beurre pendant un an va pas complètement bloquer la créativité? Parce que la créativité, je pense qu'il faut quand même qu'elle ait une certaine liberté pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir s'épanouir. Or, est-ce que ce n'est pas enfermer notre créativité que de lui dire, voilà, de mettre un peu comme si c'était le cheval qui va faire avancer le carrosse, quoi, et de lui donner des coups en disant, ouais, allez, vas-y, cravache, parce que sinon, on va pas pouvoir avancer. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre en compte ce premier point en fait. Le deuxième point, c'est ne pas y arriver du premier coup. Il y a un truc, quand on pense vivre de l'écriture ou de sa passion, c'est que en général on a envie que ça arrive du premier coup. On va tenter l'aventure de vivre de l'écriture et on a envie que ça marche du premier coup. C'est pas toujours le cas. Parce que on a énormément de choses à apprendre quand on souhaite vivre de notre passion, parce qu'il n'y a pas que écrire ou dessiner ou chanter, etc. qui va rentrer en compte. Il y a aussi toute la partie communication, marketing, etc. Vente, gestion de projet, qui va entrer dans ce grand projet qui est vivre de l'écriture. Personnellement, pareil, en 2020, mon idée c'était ça, c'était de vivre de l'auto-édition, de vivre de l'écriture, et j'ai complètement échoué. Franchement, c'était un échec, en fait. Pour plein de raisons différentes, parce que j'ai eu à faire face à un deuil à ce moment-là qui m'a un peu terrassée, que ma vie personnelle était un peu en bordel, que ma santé mentale était vraiment pas au top. Donc tout ça, plus vouloir vivre de l'écriture, me dire c'est l'écriture et c'est le fait de vivre de ma passion qui va me sortir de la merde entre guillemets dans laquelle j'étais, je pense que c'était un très 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 mauvais calcul a posteriori. Mais quand j'étais dedans, j'étais convaincue que ça allait fonctionner. Et du coup la descente elle est un peu compliquée en fait, parce que tu te prends un espèce de revers de la médaille et tu te rends compte que ça va pas être possible comme ça en tout cas. Et pour autant ça veut pas dire qu'aujourd'hui j'ai pas envie de réessayer. Mais aujourd'hui, les facteurs sont complètement différents. Aujourd'hui, j'ai une stabilité financière, j'ai une stabilité émotionnelle, mentale, ma vie personnelle va vachement mieux qu'à l'époque. Et tout ça fait que c'est un terrain fertile, en fait. Déjà, du coup, ça pose la question de l'environnement, de comment on gère tout ça pour permettre à l'écriture ou à sa passion de prendre de la place. Et du coup, ça implique aussi de pas forcément réussir du premier coup. C'est une grosse difficulté, je trouve, à l'heure actuelle, de reconnaître un échec. En tout cas, pour moi, c'est pas si évident. Dans une société où on est hyper productif, dans une société où on doit réussir, où les notes comptent, où c'est hyper important d'être le premier, d'être le meilleur, etc. Et des fois, on échoue, en fait. Et c'est ok. Et ça veut pas dire que
ces échecs ne nous auront rien appris, ça ne veut pas dire non plus que ces échecs-là, c'est une fatalité en soi. C'est-à-dire que on peut toujours décider de se dire, bon, ok, j'ai échoué en 2020, est-ce que je reste sur cet échec-là ou est-ce que je rebondis? Même si c'est 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, c'est pas grave. Des fois, on a besoin aussi de temps pour penser nos plaies. Et moi, je sais que clairement, j'ai eu besoin de gagner en confiance en moi, en maturité sur plein de sujets, sur plein de domaines. J'ai pris confiance en moi aussi par rapport à l'écriture, en menant d'autres projets avec d'autres structures. J'avais besoin d'être accompagnée à ce moment-là. Je me sentais pas de tout faire toute seule, c'était trop le bordel. Et du coup, j'ai laissé tomber ce projet-là. Et aujourd'hui, j'y reviens tout doucement, mais avec une toute autre mentalité, c'est-à-dire, si ça marche pas, c'est pas grave, je prendrai un travail à côté, et c'est ok. Mais je pense qu'il faut se rendre compte que c'est une possibilité de pas réussir du premier coup, que ça peut arriver et que ça veut pas dire que que t'es un échec toi. Le projet n'a pas fonctionné, mais ça veut pas dire que toi t'es complètement nul en fait. Un troisième point que j'aimerais aborder aussi, c'est les différentes casquettes. Justement, j'étais un petit peu parlé de ça avant. Quand on veut vivre de l'écriture et de sa passion, on doit gérer plein de casquettes différentes. On doit à la fois faire le travail artistique, donc l'écriture, le dessin, le chant, le théâtre, peu importe ce que c'est. On doit faire la com, donc le marketing, la gestion de projet, la comptabilité. On doit aussi gérer les différents prestataires, etc. Donc c'est énormément de travail. Quand on fantasme cette idée de vivre de sa passion, on pense qu'on va passer notre journée à faire que notre passion. Or, ce n'est pas le cas, mais alors vraiment pas du tout le cas. Je pense que c'est quasiment 50-50, voire peut-être même c'est moins d'écriture que tout le reste par exemple. Et est-ce que t'es ok avec ça en fait? Est-ce que t'es ok avec l'idée de passer du temps à faire autre chose qu'à écrire? Est-ce que t'es ok avec l'idée que ça va aussi te demander d'apprendre à gérer la communication, le marketing, etc. De mon côté par exemple, un truc qui je m'attendais pas du tout à ce que ça me plaise pas à ce point-là, c'est le maquettage. Je déteste faire de la mise en page. Franchement, mettre en page le chronophage, ça a été un cauchemar pour moi. Autant la version numérique ça va, mais autant la version papier, franchement, j'ai détesté ça, mais vraiment détesté au point de me dire, mais je veux plus jamais sortir de livre papier toute seule, je veux plus le faire en fait, je veux que quelqu'un s'en charge pour moi, mais ça veut dire soit payer quelqu'un, soit passer en maison d'édition, dans tous les cas ça veut dire remettre en question un truc que tu n'avais pas remis en question en fait. Il y a des choses que tu ne vas pas aimer faire, il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas être doué, il y a des choses pour lesquelles tu vas devoir te former. Tout ça, c'est à prendre en compte. Quand tu dis, ouais, en fait, je veux vivre de l'écriture ou je veux vivre de ma passion, c'est pas si simple. Et ça, c'est un des gros facteurs, je pense, à prendre en compte. Ensuite, il y a un autre point que j'aimerais aborder avec toi, c'est la question de la chance. Aïe, 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 aïe. Le travail, c'est important, la motivation, c'est important, l'organisation, c'est important. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont faire que ça peut marcher ou pas, mais il y a aussi, je suis désolée, un facteur chance. C'est-à-dire que peut-être que tu vas écrire un truc qui à ce moment-là est hyper à la mode, et dans ce cas-là, tu peux tout d'un coup monter direct dans le classement Amazon, imaginons que ce soit en auto-édition. Ou dans la musique, si tu fais de la musique, et ben tu t'es dans une mouvance qui est en adéquation avec ce qui se passe de façon générale en ce moment dans le monde de la musique. Et du coup, ça va faire que peut-être tu vas monter d'un coup. Et dans le cas inverse, peut-être que ce que tu fais ne correspond pas du tout à ce que les gens recherchent à ce moment-là. Donc, je te dis pas d'écrire ou de faire un travail en fonction de la mode. C'est pas du tout là où je veux en venir. C'est ce facteur chance, en fait. Il y a parfois les étoiles qui sont alignées. Et c'est difficile de prédire ça. Et c'est difficile aussi. Je trouve que c'est pas une bonne idée d'essayer de s'adapter à ça. Mais ça, c'est hyper personnel. On peut essayer de s'adapter si c'est un truc qui nous plaît. Mais si c'est pas du tout ton kiff d'écrire de la dystopie ou d'écrire de la romance, le fais pas, en fait. Enfin, ça, je trouve que c'est contre-productif de se forcer à faire un truc, justement, alors que t'es en train d'essayer de vivre d'un truc qui te plaît. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que t'as compris. Donc, franchement, moi, je pense qu'il faut prendre en compte ce facteur chance. Des fois, tu vas avoir de la chance, des fois, tu vas pas avoir de la chance. Il y a certaines personnes, tu vas voir, ça va marcher d'un coup pour eux. Ils auront travaillé, ils auront mis en place les choses. Il n'y a pas que la chance. Attention, je dis pas qu'il y a que la chance. Il n'y a pas que la chance, il y a aussi énormément de travail. Mais le facteur chance fait partie de l'équation. Soit tu l'as de ton côté,
soit tu l'as pas forcément de ton côté, et dans ce cas-là, tu risques de travailler 2 fois, voire 3 fois plus difficile, 3 fois plus, pour y arriver, jusqu'à ce que les étoiles s'alignent et que finalement ça soit le moment pour toi, et du coup ta chance va briller. Ensuite, un 5e point que je voudrais aborder, c'est aussi le fait que ta passion va devenir ton travail. Et je pense qu'on ne réalise pas, avant que ça arrive, à quel point c'est un vrai sujet en fait. J'écoutais Charlie Faro, je sais pas si tu la connais, c'est une autrice auto-éditée, elle a une chaîne YouTube, et elle parlait de ça justement dans une de ses vidéos, du fait qu'avant l'écriture pour elle c'était son échappatoire, c'était l'endroit où elle se réfugiait quand voilà, elle était fatiguée ou qu'elle avait envie de penser à autre chose et de s'évader. Or aujourd'hui, c'est son travail. Quand tu écris 6000, 8000 mots par jour, ça devient ton travail, donc ça n'est plus ton échappatoire. Du coup, ta passion prend une autre tournure. C'est-à-dire que c'est plus l'endroit où tu vas te ressourcer quand t'es fatigué, plus l'endroit où tu vas te ressourcer forcément quand t'en as marre de ton travail, parce que ça sera ton travail. Enfin, ça paraît évident comme ça, mais vraiment, je pense qu'on ne l'envisage pas toujours quand on imagine vivre de sa passion. Un autre point, c'est l'administratif. Être auto-entrepreneur, si jamais tu veux passer en auto-entrepreneuriat, même si tu passes par des chemins plus traditionnels, classiques, que ça soit maison de disque, que ça soit maison d'édition, que ça soit tout ça, il y a quand même une partie d'administratif à gérer. C'est un monde hyper obscur, le milieu artistique de façon générale. Que ça soit l'URSSAF, que ça soit les droits d'auteur, que ça soit la SACD, oh là 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 là, mais franchement, depuis quelques mois, je suis inscrite à la SACD du coup parce que j'ai composé des chansons avec mon collègue. Et c'est pareil, c'est hyper obscur. Comment tu déclares tout ça? Comment tu déclares tes droits d'auteur? Comment tu déclares tes droits de composition? Tout ça. C'est un bordel sans nom. Quand on est artistique en général, bon, il peut y avoir des exceptions, mais c'est rare qu'on soit à fond sur l'administratif. Personnellement, c'est pas un truc qui me fait kiffer, tu vois. Du coup, c'est vrai que c'est le revers de la médaille qui est pas toujours évident à gérer, je trouve, quand t'as un esprit créatif, de dire bon bah là, faut gérer l'administratif, faut faire sa déclaration d'imposition déjà qui est compliquée dans la vie d'adulte, mais alors là si tu rajoutes le fait que tu as eu une bourse d'écriture, le fait que tu as des déclarations avec la SACD, le fait que tu as des droits d'auteur, le fait que tu as... Autant te dire que c'est souvent plusieurs insomnies consécutives pour gérer tout ça. Tant que tu fais pas l'autruche, tu vois, moi ça m'arrive clairement de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable, de dire non mais je gérerai ça plus tard, je regarderai ça plus tard. Et après quand je trouve le courage de le faire, je me retrousse les manches et je le fais. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de cauchemars quoi, pour pas mal de créatifs, la gestion administrative. Donc si tu veux vivre de ta passion, de l'écriture, etc., n'oublie pas, tu vas devoir gérer l'administration. Et ça risque de te donner de l'urticaire. Voilà. Un autre point que je voudrais aborder, c'est aussi la question de la santé mentale. Quand tu veux vivre de ta passion, même si pendant longtemps on a eu cette vision de l'artiste torturé, alors moi je suis pas du tout dans ce truc-là. Je trouve que la vision de l'artiste torturé, c'est pas forcément raccord avec qui je suis et avec comment je crée le mieux. En général, quand je suis bien dans ma vie, c'est là où je suis le plus contente de créer et c'est là où je prends le plus de plaisir. Et surtout, la création, elle vient avec son lot de doutes, de remise en question, de syndrome de l'imposteur, etc. Donc si déjà ça va pas trop bien en termes de santé mentale, c'est pas toujours évident, je trouve, de gérer aussi la partie créative et les différentes casquettes que je t'ai mentionnées un petit peu plus tôt. Donc, sache que ton activité va dépendre aussi de ta santé mentale. Il y a des gens pour qui c'est des refuges. J'écoutais Megara Nolan qui parlait, qui est une autrice pareille de romance et de romantaisie, que tu peux trouver sur Instagram. Elle disait que elle, pendant le deuil justement de sa grand-mère, elle a écrit un roman et ça l'a un peu sauvée aussi de ce deuil-là. Enfin, ça l'a aidée à faire son deuil. Moi, à l'inverse, quand j'étais en deuil, ça a été tout le contraire. J'ai pas pu écrire une seule ligne. J'étais vraiment très 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 mal. Et du coup, ça a flingué tout mon projet, quoi. Et ça a mis du temps avant que je m'en remette. Du coup, voilà. Voilà, échec de la mission, tu vois. Du coup, il faut prendre en compte ça aussi, je pense, quand tu souhaites vivre de l'écriture, ta passion. Un autre truc, c'est qu'il faut apprendre au fur et à mesure. Donc, il faut que tu sois aussi quelqu'un qui aime apprendre, parce que
Tu vas pas pouvoir tout connaître depuis le début. Et il y a des choses que tu sauras pas. Par exemple, comment déclarer tes impôts. Par exemple, comment faire une mise en page. Par exemple, comment communiquer ou faire du marketing. Comment faire des vidéos TikTok pour vendre ton livre. Enfin, tu vas pas savoir tout d'un coup. Et il faut avoir une âme, je pense, d'étudiant perpétuel si on veut vivre de sa passion. Alors, évidemment, j'ai un biais. Là, dans ce que je parle, il y a aussi le truc de l'auto-édition, mais c'est pas que ça, je pense, parce que même si tu veux vivre, si tu veux, par exemple, écrire que avec des maisons d'édition, être publié, il y a quand même des choses à apprendre, et, et je pense qu'on est continuellement en train d'apprendre, quoi. Donc il faut aimer ça. Il faut aimer ça, il faut aimer se remettre en question, même dans l'apprentissage de, bah, par exemple, structure narrative. Stephen King lui-même, il dit qu'il est toujours un apprenant, en fait. Et on est toujours en apprentissage quand on fait un métier artistique. Si tu as l'impression de tout savoir et de déjà tout connaître, à mon avis, il faudrait que tu te remettes en question. Et ça veut dire que tu es vachement assis sur tes acquis et que bah c'est bien de chambouler ça de temps en temps parce que sinon on voit plus là où on peut s'améliorer. Et on peut toujours s'améliorer, surtout dans le milieu artistique. Voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de te dire sur vivre de l'écriture, vivre de sa passion, etc. J'espère que ça t'aura donné du grain à moudre, on va dire. Et voilà. Il y a aussi cette idée, je trouve, je vais rajouter un truc pour vraiment le côté écriture et auto-édition. Il y a une espèce de production massive. On vit dans une société de production massive, c'est-à-dire que pour vivre de l'auto-édition aujourd'hui, j'ai l'impression que le modèle qui est mis en avant le plus, c'est écrire beaucoup, produire beaucoup, sortir un livre par mois, etc. Or, c'est pas toujours le cas de tout le monde en fait, pas tout le monde fonctionne comme ça. Il y a des gens qui écrivent très vite et c'est très bien pour eux. Il y a des gens qui ont besoin d'un an, voire 2 ans pour sortir un truc de qualité. Et je dis pas que ceux qui écrivent vite n'écrivent pas des choses de qualité. Mais le gage de qualité n'est pas forcément le même pour tout le monde. Non, c'est pas ça que je veux dire. Le temps pour produire un ouvrage de qualité n'est pas le même d'une personne à une autre. Une personne peut produire un truc de qualité en un mois et une autre personne, en un mois, produira pas un truc de qualité. Il lui faudra 1 an, voire 2 ans pour produire un truc de qualité dont cette personne soit contente. Voilà. Donc c'est aussi un truc à prendre en compte, le temps que ça te prend, toi, et la proportion aussi de rémunération pour ce temps-là. C'est-à-dire, si tu bosses 1 an sur un truc et que ça te rémunère 300 euros, est-ce que ça vaut le coup ? C'est pas que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, mais on revient au point numéro 1. Est-ce que du coup, c'est pertinent de vouloir faire reposer tout ton salaire sur ta créativité, quitte à ce que tu gagnes que, entre guillemets, 300 euros pour un truc qui t'aura pris 1 an à écrire. Peut-être que tu trouves de la valeur ailleurs, et dans ce cas, c'est trop bien, mais du coup, faut pas chercher à faire reposer sa sécurité financière sur sa passion. Voilà. Enfin, je pense qu'il faut, tu vois, il faut jauger un peu les trucs, quoi. Bref, il me semble que j'ai fait le tour. Je suis hyper curieuse d'avoir ton avis sur la question. Donc, n'hésite pas à venir me parler sur Instagram, sur YouTube, de me mettre des petits commentaires, tout ça, pour me dire ce que tu penses de tout ça. Voilà. Écoute, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de podcast ou pour une nouvelle vidéo YouTube. En attendant, prends soin de toi et écris bien.